Merci. Bonjour à tous. Nous sommes en 2036. Il y a 10 ans, j'étais chauffeur de taxi. Mais à cause de Valeo, j'ai plus de job. Donc j'ai tout loisir de bouquiner. Et justement... Ah oui, il faut que j'appuie sur les slides. Et justement, je viens de lire un article très intéressant sur les 2 ruptures sociétales historiques que nous avons vécues depuis 20 ans, et ce du fait de la technologie. La première en 2022, où l'instauration du vote électronique a fait émerger le bonheur démocratique, et la seconde en 2026, où la robotisation du travail nous a amené à passer du PIB au BCI, bonheur collectif individuel. Alors, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai retenu de cet article, sachant que toutes les technologies qui étaient évoquées dans l'article existaient déjà en 2016, donc à la préhistoire. Alors 2022, première rupture sociétale. Une technologie qu'on appelle le blockchain s'est avérée dorénavant assez sécurisée pour qu'on puisse déployer massivement le vote électronique. Comme ça a l'air d'un gadget, mais en réalité, c'était tout autre. Parce que d'abord, le vote électronique, ça booste le taux de participation. Ces électeurs n'ont plus qu'à liker sur leur smartphone. J'ai oublié d'appuyer sur les slides. Voilà. Ensuite, le vote électronique, ça a un autre impact considérable, c'est que ça facilite grandement la communication entre la population et l'État. Et donc, la population peut être consultée régulièrement sur tout sujet d'importance. Chez nous, le fromage, c'en est un. Donc nous sommes rentrés dans un gouvernement de mini-référendum où les citoyens étaient entendus en permanence sur tout sujet et étaient en relation en permanence avec l'État. Cela leur a redonné confiance dans la politique. Et la confiance est un terreau fertile pour le bonheur. Progressivement, s'est donc installé un certain bonheur démocratique. Mais ce bonheur a failli être de courte durée. 2026. 2026, seconde rupture sociétale. Suivez, s'il vous plaît. Là, feu d'artifice technologique, intelligence artificielle, robotique, impression 3D, objets connectés, green tech et autres mots barbares, tout cela avait déferlé et avait disrupté les tâches à faible et moyenne valeur ajoutée. C'était la fin du travail. Par exemple, dans le BTP, ce que la Chine avait expérimenté dès 2016, c'était généralisé en une dizaine d'années. Une maison était construite en 2 jours par une imprimante 3D géante, entièrement automatiquement. Et il en allait de même dans tous les secteurs. Les véhicules autonomes avaient remplacé les taxis, les camions, les bus, etc. Les drones s'étaient substitués aux livreurs. Les robots avaient envahi les usines, etc., etc. Donc finalement, les expérimentations de 2016 étaient devenues la réalité de 2026. Il fallait changer de modèle sociétal. Parce que qui dit fin du travail, dit fin du salaire. Pour les plus jeunes, vous trouverez la définition du mot salaire dans le Larousse à la rubrique nécrologie. Donc les citoyens ont été consultés, fidèles au bonheur démocratique, et ils ont opté pour la vision de Xavier Niel parmi les différents programmes proposés. Et son slogan était « La production est morte, vive le bonheur ». Xavier était un grand partisan du bonheur démocratique, mais maintenant qu'il était élu, il voulait aller beaucoup plus loin. Il voulait réorienter l'ensemble de la stratégie de la France en la faisant passer d'une logique de PIB, fondée sur le travail, paix à son âme, à celle de BCI, le bonheur collectif et individuel. Et c'était plein de bon sens. Chacun d'entre nous n'a qu'une vie. Et que l'on soit footballeur international ou sans-abri, elle a la même valeur. C'est pourquoi Xavier voulait offrir une vie décente en réinventant la société.
Alors, bonheur collectif. Collectif parce que, au-delà de la dimension démocratique, Xavier voulait montrer que nous avions tous un rôle significatif dans la préservation durable de notre hôte à tous, la planète. Et puis individuel, c'était pour inscrire dans le marbre le fait que chacun, quelles que soient nos ressources, nous devions pouvoir satisfaire nos besoins de première nécessité. Sa priorité était le logement et la nourriture pour ceux qui allaient subir la fin du travail. Noble ambition, et en maestro du marketing, Xavier a décidé d'immédiatement changer notre devise nationale. Elle est devenue un pour tous et tous pour un. Notre jolie Marianne s'est fait disrupter par D'Artagnan. Alors tout cela était fort sympathique, mais le logement et la nourriture ne tombant pas du ciel, il fallait financer ce doux rêve. Xavier se tourna vers ses conseillers énarques. Ceux-ci, immédiatement, lui recommandèrent de mettre tout de suite en œuvre le revenu universel. C'était une sorte de RSA pour tous, prôné depuis des années par diverses institutions, et d'ailleurs expérimenté dans certains pays. Mais Xavier n'y croyait pas. Il considérait que le revenu universel n'était pas pérenne, parce qu'il était beaucoup trop dépendant de la fiscalité. En effet, avec la fin du travail, les salaires allaient se réduire comme peau de chagrin et entraîner dans leur chute la consommation, le profit d'un grand nombre d'entreprises et les recettes fiscales qui allaient avec. Il fallait une autre idée. Alors il se tourna vers l'imminent Club Open Prospective. Celui-ci avait remplacé depuis quelque temps les conseils économiques, social et environnemental, Conseil national du numérique et autres maisons de retraite de la République. L'un de ses membres lui fit une proposition détonnante. Monsieur le Président, plutôt que de distribuer de l'argent avec le revenu universel, et si l'on produisait, si l'État produisait directement lui-même des biens pour les plus démunis. Étranglement des énarques, toujours adepte de changer le pansement plutôt que penser le changement. Mais sans se démonter, le trublion poursuivit. La faisabilité de ce mécanisme est démontrée. Depuis la décennie 2010, si l'on investit dans des usines en très grande partie automatisées et autonomes en matières premières et en énergie, il devient possible de produire à un coût proche de zéro. Il est alors possible de distribuer gratuitement et directement des biens aux plus démunis. Et ce, durablement. Xavier frétillait. Il pensait que le Club Open Prospective était de joyeux lurons fumeurs de moquettes, mais en réalité, pas du tout. Il lui avait apporté la solution pour disrupter les dépenses sociales et les transformer en investissement sociétal. C'est comme ça qu'il a décidé de créer l'EPF, l'entreprise publique Free. Alors, évidemment, il fallait financer l'investissement initial dans les outils de production. Et pour cela, il décida de prélever pendant 5 ans une contribution exceptionnelle sur les entreprises les plus profitables et les ménages les plus aisés. En échange, il s'engageait à ce que, passé cette période de 5 ans, il ramène la fiscalité de la France dans la moyenne européenne. Et ce n'était pas anodin.
Parce que ça faisait 40 ans que la France trustait tous les podiums mondiaux dans ce domaine. Donc il restait à passer à la mise en œuvre. Et pour cela, l'EPF appliqua toutes les technologies qui donc avaient été éprouvées dans la précédente décennie et qui maintenant étaient monnaie courante. Donc l'EPF pour le logement, qui était la première priorité, acquis des imprimantes 3D géantes, autour desquelles grenouillaient une myriade de robots. Et cette fine équipe, en une semaine, édifiait un immeuble entièrement automatiquement. Ensuite, pour le sujet de la nourriture, l'EPF s'était assigné un objectif ambitieux. Il fallait que chacun puisse disposer à minimum de fruits, de légumes, de céréales, et puis de riz, parce qu'il y avait des Chinois en France. Justement, cette alimentation pouvait être maintenant cultivée dans des serres artificielles individuelles. L'EPF investit dans des usines dont le processus industriel était entièrement automatisé de la production jusqu'à la livraison au pied des immeubles. Ainsi, en 5 ans, des centaines de milliers de logements... Non, le sortez pas, j'ai presque fini. Des centaines de milliers de logements et de la nourriture en abondance, certes de base, mais en abondance, ont été accessibles à tous ceux qui avaient été le plus affectés par la fin du travail. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette stratégie ? D'une part, elle s'apparente finalement beaucoup au revenu universel, à une différence près, c'est qu'elle lui préfère la distribution directe de biens à celle d'argent, car grâce à la technologie, il est possible de faire un investissement initial et ensuite de ne plus dépendre des dépenses sur le long terme. Et puis, justement, on retient que Xavier, en s'associant avec la technologie, plutôt qu'en la subissant, avait réussi à bâtir le premier étage du bonheur collectif individuel. C'était le droit à une vie décente. Merci.